Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Johan, pour cette introduction. Donc, nous allons commencer le webinaire intitulé donc, How do we keep you in the race of COVID-19? Comment pouvons-nous vous garder dans la course au développement de solutions anti-COVID-19? Et donc, nous allons voir différents éléments tout au long de cette heure. Qui vont être le panorama des différentes maladies émergentes et infectieuses avec un focus sur la COVID-19, les différents défis à surmonter pour trouver une solution à cette pandémie. Nous allons ensuite vous faire une présentation de notre alliance, du spectre de nos expertises, et ensuite nous terminerons par une session de questions-réponses. Et l'ensemble de ces sujets seront aujourd'hui traités par les membres de notre alliance, qui sont donc le docteur Hugues Contamin, qui est fondateur et CEO de Symbiose, Xavier Morge, donc le responsable du business development chez Oncodesign, Patrick Larcier, qui est donc responsable, directeur du drug development et de la vigilance chez Pharmalex, Marie-Laure Sola, qui est donc directrice scientifique et du service client. Et enfin, Denis Gossin, qui est cofondateur et CSO de la société Aepodia. Donc, je vais maintenant laisser la main à Hugues Contamin, qui va pouvoir vous présenter le panorama des maladies émergentes. C'est à toi, Hugues. Ok, bonjour à toutes et à tous et merci Florence pour cette introduction. Donc, comme évoqué, aujourd'hui, nous allons plus particulièrement vous présenter donc, ce consortium au travers d'une offre qui s'est construite au cours des précédents mois dans le contexte de la crise sanitaire, donc de la Covid-19. C'est en quelque sorte l'illustration parfaite de la capacité de nos sociétés de s'adapter au plus près donc, des besoins du marché en proposant à nos clients des services adaptés de qualité et de haute valeur ajoutée dans un contexte contraint qui est lié à l'urgence de mettre au point des stratégies thérapeutiques et prophylactiques contre ce virus. Alors avant tout, je souhaite rappeler le contexte actuel en quelques chiffres, mais vous avez bien évidemment une idée de la pandémie liée à l'infection par le SARS-CoV-2. C'est actuellement 200 pays touchés, 37 millions de cas confirmés à travers le monde avec 1 million de décès attribués à cette infection. En France, ce sont des chiffres qui évoluent malheureusement à la hausse. C'est aujourd'hui 735 000 cas avérés, donc presque 33 000 décès. En comparaison, en Europe, c'est 4 millions de cas, dont 195 000 décès. Et aux États-Unis, 7,8 millions de cas pour plus de 200 000 décès. Des chiffres qui malheureusement évoluent encore à la hausse. Donc, paradoxalement, en fait, ces épisodes de pandémie dus à l'émergence et à la diffusion d'un virus et de micro-organismes pathogènes pour l'homme ne sont bien évidemment pas nouveaux. Et ce sont des épisodes pour lesquels la communauté scientifique est sensibilisée et déjà préparée. En effet, l'humanité, en fait, depuis son origine, a fait face à différentes périodes à des épisodes épidémiques que la variole, la poliomyélite, la peste, la fièvre jaune. À une époque plus récente, le sida a été une émergence virale qui a provoqué beaucoup de ravages dans la population humaine. Et encore récemment, des risques liés à l'émergence de virus dans la population humaine avec le SARS-CoV-1 dans les années 2002-2003, le MERS en 2012 et puis le H5N1 en 2013, qui ont mobilisé et continuent de mobiliser la communauté scientifique. Et finalement, ce qui était resté un statut de risque infectieux pandémique à l'époque pour ces virus que je viens de citer, s'est finalement traduit en réalité pandémique avec le SARS-CoV-2. C'est en effet un virus respiratoire qui diffuse par voie aérienne et avec, semble-t-il, des caractéristiques de pathogénicité un peu plus sévères et qui, en lien avec nos modes de vie, s'est rapidement diffusé à travers la planète, avec bien évidemment l'impact global que l'on connaît sur nos modes de vie, n'ayant finalement aucun moyen de protection à ce jour autre que celui lié au port du masque, aux gestes barrières et au confinement. La diapositive suivante. C'est donc cet impact global qui a entraîné une immense mobilisation, en particulier de la recherche internationale, pour tenter de mettre au point des stratégies thérapeutiques et prophylactiques contre ce fléau.
On assiste donc à une situation complètement inédite dans l'histoire de la recherche, avec des investissements considérables concentrés sur une seule thématique que l'on estime à hauteur de 15 à 20 milliards de dollars, avec une urgence lors de la première vague à disposer de traitements, d'où les nombreux repositionnements de molécules qui ont été évalués, qui représentent 40% des produits évalués, et dans le cadre de plus de 400 essais cliniques recensés à travers le monde et qui ont été mis en place dans des temps records. Cette mobilisation donc, a généré un pipeline de molécules considérable et qui est évalué actuellement à peu près à plus de 1200 produits et vaccins, dont la plupart se situent à un stade préclinique et dont la moitié sont des nouveaux traitements en développement. Diapositive suivante. Donc, il est clair que face à cette immense pipeline et à cette urgence à disposer de traitements, l'offre de services et d'expertise pour accompagner donc le développement de ces produits, c'est bien évidemment organisé avec des enjeux bien évidemment à tous les niveaux, des enjeux au niveau préclinique, avec la nécessité de disposer de modèles précliniques les plus pertinents pour cribler, évaluer l'efficacité et la toxicité de ces nombreux candidats, avec l'enjeu également de monter des essais cliniques fiables, robustes, dans des délais très courts, ce qui nécessite bien évidemment d'optimiser au mieux les contraintes réglementaires, et ce, donc toujours pour aller plus vite dans la mise au point de ces stratégies thérapeutiques et prophylactiques. Pour vous donner une idée plus précise de l'ambition de ce qui se passe en ce moment, classiquement, de façon standard, la mise au point d'un vaccin, c'est 15 à 20 ans. Aujourd'hui, on s'inscrit dans des délais d'une vingtaine de mois annoncés. Donc, on a vraiment là, ici la preuve de l'ambition qui, bien nécessairement, nécessite évidemment des adaptations et des optimisations à tous les niveaux. Voilà, donc je vais laisser la parole à Patrick Larcier de Pharmalex qui va aborder plus particulièrement l'un de ces enjeux, qui est l'aspect réglementaire. Merci Hugues. Effectivement, bonjour à Patrick Larcier. Je me mettrai simplement off en caméra pour optimiser la connexion. Donc, effectivement, nous recevons de nombreuses questions et interrogations relatives au délai annoncé, notamment dans les médias, sur la mise à disposition d'un traitement ou d'un vaccin contre la Covid-19. Et de nombreuses personnes relèvent qu'habituellement, effectivement, pour mettre un vaccin ou un médicament sur le marché, il faut réaliser un certain nombre important d'études sur le volet qualité, non clinique et clinique, et ce qui prend alors entre 8 et 12 ans habituellement, et demande bien sûr un effort financier conséquent. Alors, comment cela se fait-il que l'on parle seulement de 15 à 18, 20 mois pour mettre sur le marché un vaccin contre la Covid-19 et à disposition des patients? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, voilà, en fait, les autorités compétentes, dans les circonstances de crise sanitaire que nous vivons, ont certes pris des dispositions particulières, mais n'ont cependant pas mis en place de nouveaux outils pour accélérer le développement de ces candidats médicaments ou vaccins. En effet, il existe des chemins réglementaires alternatifs, aussi bien en Europe, aux États-Unis, mais aussi au Japon, pour des situations d'urgence comme des pandémies, des menaces dues à des agents infectieux ou tropicaux. Et ces chemins sont résumés dans le tableau que vous avez sous les yeux. En Europe, 2 initiatives sont notamment proposées par l'Agence européenne, PRIME, qui a été lancée en 2016 et qui facilite, on va dire, le développement de candidats médicaments dans des pathologies avec des besoins médicaux non satisfaits. L'idée est d'initier un dialogue précoce entre l'Agence européenne et les développeurs pour des produits prometteurs, donc ce qui sous-entend d'avoir un certain nombre de niveaux de données déjà, et de faciliter leur développement et ainsi faciliter aussi l'accès des patients à ces traitements. L'Adaptive Pathway est, lui, un concept scientifique pour améliorer l'accès aux nouveaux traitements pour les patients et qui s'applique aux traitements pour des pathologies avec des besoins médicaux, là aussi non satisfaits, et pour lesquels il est difficile de collecter des données d'efficacité et de tolérance via les approches dites classiques, notamment par la réalisation d'essais cliniques à grande échelle, sachant que cela mettrait peut-être en danger, entre guillemets, inutilement des patients face à un candidat médicament ou un vaccin dont on ne connaît pas le bénéfice. Aux États-Unis,
il existe également plusieurs options et qui peuvent être octroyées par la FDA en fonction de différents éléments pour laquelle, par exemple, alors ça peut être la pathologie pour laquelle le futur médicament ou le futur traitement est destiné, là aussi des besoins médicaux non couverts, et puis les données disponibles, par exemple, sur ce futur candidat médicament. Ce qu'il est intéressant de faire aux États-Unis, c'est notamment de rechercher la notion de Fast Track Designation pour des programmes précoces, puis ensuite de poursuivre par l'obtention d'une Breakthrough Designation qui, elle, est basée sur l'obtention de données cliniques un peu plus robustes, afin de permettre, là encore, une communication plus rapprochée avec la FDA et surtout, on va dire, un échange plus fréquent avec, là aussi, la FDA. Enfin, il existe deux possibilités de mise sur le marché particulièrement intéressantes en Europe. Une AMM sous approbation conditionnelle, qui est valable 1 an, réévaluable et donc potentiellement renouvelable, obtenue lorsque les données d'efficacité et de tolérance pour un candidat médicament ne sont pas encore disponibles. La dernière option, c'est l'AMM sous circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est difficile de prévoir l'efficacité et la tolérance du produit concerné dans des pathologies où il est difficile de réaliser des essais cliniques. Ça peut être notamment la grippe aviaire, le virus de la variole ou le virus Ebola. Donc là aussi, ce sont des choses relativement intéressantes pour des développeurs. Alors, devant la crise sanitaire, l'Agence européenne a mis en place une task force anti-Covid-19 qui a pour but de coordonner et permettre l'accélération du développement de traitements ou de vaccins contre la Covid-19. C'est actuellement une des initiatives de l'Agence européenne. Donc. Aux États-Unis, il existe aussi des autorisations pour situation d'urgence, qu'on appelle l'Emergency Use Authorization, et qui ne correspondent pas tout à fait à une véritable autorisation de mise sur le marché, mais qui permettent de mettre à disposition ces traitements tant que la situation d'urgence perdure. De plus, en juin dernier, la FDA a aussi diffusé des recommandations auprès de l'industrie pharmaceutique et des groupes académiques sur la nature des données nécessaires permettant l'obtention du statut d'Emergency Use Authorization pour des vaccins préventifs contre la COVID-19. Alors, comme décrit dans le tableau que vous avez maintenant sous les yeux, un certain nombre de produits ont pu bénéficier de ces divers programmes accélérés comme je vous les ai présentés. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Remdesivir de Gilead a obtenu, lui, le statut de Emergency Use Authorization aux États-Unis en mai 2020 et une autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Europe un mois plus tard. Il est réservé notamment pour le traitement de patients ayant une pneumonie associée à la Covid-19. Et c'est à ce jour le seul traitement avec le propofol 2% à avoir bénéficié de ce statut du fait de la pandémie de Covid-19. À côté de ces traitements, il faut savoir qu'il y a environ 200 dispositifs médicaux, dont 124 tests diagnostiques in vitro, qui ont eu aussi ce statut de Emergency Use Authorization aux États-Unis. Alors, on a peu d'exemples, peu de recul actuellement avec le Covid-19, ou la Covid-19, si peu de traitements peuvent servir d'exemple. En revanche, plusieurs autres traitements ou vaccins ont obtenu également ces autorisations, soit sous circonstances exceptionnelles en Europe, soit via des statuts fast-track ou de Emergency Use Authorization aux États-Unis. C'est notamment le cas du vaccin contre le virus de la variole, tel que mentionné ici. D'autres vaccins, celui contre le virus Ebola, que ce soit celui des laboratoires Merck ou celui des laboratoires Janssen, avec une approche des teams Prime Boost, ont pu bénéficier aussi, en Europe notamment, d'une approbation accélérée en 150 jours au lieu de 210 jours, et donc une approbation de leur dossier. Voilà, c'était un petit peu les exemples que je voulais vous donner en termes de regulatory challenge par rapport à ce que nous vivons. Enfin, ce qui est important, et c'est aussi ce qui amène le succès de ces différents dossiers, c'est qu'effectivement, il faut quand même avoir un dossier préclinique et bien sûr un dossier de qualité relativement bien solide pour avancer, et ce qui permet ensuite d'avancer vers ces, on va dire,
succès réglementaire, entre guillemets, et bien sûr les dialogues précoces tels que je vous les ai présentés avec ces autorités compétentes. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes, ravi de pouvoir échanger avec vous dans les minutes qui suivent et n'hésitez pas à nous poser des questions, on sera évidemment là pour y répondre. L'objectif de ce que je souhaite faire dans les quelques minutes qui viennent, c'est de vous présenter finalement l'origine de cette alliance et qu'est-ce qu'on propose au travers de cette alliance, parce que comme vous l'ont indiqué Hugues et Patrick, pour répondre aux enjeux critiques dans un contexte de crise et trouver des solutions thérapeutiques innovantes et accompagner les sociétés qui souhaitent mettre au point ce type de solution, eh bien, avec les différents partenaires que sont Aepodia, ERBC, Symbiose et Pharmalex, nous avons travaillé sur une offre commune. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous travaillons ensemble déjà depuis quelques temps. Peut-être que certains d'entre vous ont assisté l'année dernière à un symposium sur l'immunothérapie que nous avions construit tous ensemble. L'idée et le constat étant très simple, proposer des solutions réellement capables de répondre aux enjeux tels que les nôtres, ça ne peut pas être la conjonction des expertises, aussi fortes soient-elles, des uns et des autres, et il nous faut apporter quelque chose collectivement supérieur à simplement nos seuls domaines de compétences. Qu'est-ce qu'on revendique, qu'est-ce qu'on apporte ensemble? D'abord, c'est de la capacité d'appréhender les enjeux dans les 3 dimensions qu'a présenté Hugues précédemment, c'est-à-dire à la fois sur les aspects précliniques, le translationnel jusqu'aux études cliniques et évidemment le contexte réglementaire dans lequel tout cela s'inscrit. C'est aussi, et c'est ça qui est important, c'est de proposer une offre intégrée et non pas des solutions relatives à des études en stand-alone. L'idée est véritablement de proposer une solution intégrée. Pourquoi? Parce que nous proposons des approches qui sont complémentaires, soit innovantes, soit éprouvées. Évidemment, elles s'appuient sur nos plateformes technologiques. Et au total, ce qui est important, c'est d'avoir été en mesure, côté de cette alliance, de construire une gouvernance capable de mener ensemble un projet pour le compte d'un tiers. En pratique, quels sont nos atouts et quelles sont les valeurs que nous partageons? L'idée est d'abord et avant tout de garder la flexibilité, l'agilité qui est celle de chacun de nos membres, tout en construisant une organisation suffisamment solide pour pouvoir travailler et répondre aux besoins de nos clients. Le premier d'entre eux, c'est évidemment de répondre précisément et de façon adaptée, je dirais de façon optimisée, en fonction des besoins que les clients expriment, et c'est le fameux fit-to-purpose solution, des solutions adaptées aux besoins. Et ce qu'on propose aussi, et notre enjeu, est évidemment de faire de la vraie médecine translationnelle, c'est-à-dire d'essayer de trouver les meilleurs modèles et les meilleures solutions qui accompagnent le développement de phase très précoce. Et vous verrez que dans le consortium que nous proposons, nous allons de la phase discovery jusqu'à la phase clinique, early clinique. Évidemment, nous savons que tous ensemble, et malgré la somme de nos qualités, qui sont évidemment, que l'on vous décrira pratiquement en pratique d'un point de vue opérationnel dans quelques instants, on sait aussi que nous avons besoin de nous entourer d'experts complémentaires et c'est dans ce contexte-là que nous travaillons aussi avec des experts qui peuvent, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, qui peuvent nous accompagner et vous permettre de développer les solutions les plus appropriées. Je le disais, point extrêmement important, c'est d'avoir une organisation qui soit flexible, adaptable et qui réponde aux enjeux pour le compte de clients. Et sachez simplement que dans ce contexte-là, il existe déjà un accord de coordination, de coopération entre les membres, de telle façon à ce que le jour et le moment venu, nous puissions ensemble répondre de façon collective, mais de façon adaptée aux besoins de nos partenaires et laboratoires qui cherchent à développer des molécules dans ce domaine-là. Le spectre d'expertise va vous être présenté au travers de chacun de nos membres. Donc, pour commencer, je présenterai dans quelques instants les expertises d'Oncodesign, puis après Symbiose, ERBC, Aepodia et Pharmalex vont présenter également leur domaine de compétences. Pour ce qui est de Oncodesign, Oncodesign se positionne sur un spectre finalement assez large qui va des tests très précoces biochimiques jusqu'à un accompagnement dans le cas des études cliniques en central lab sur le suivi de la réponse immunitaire et aussi parce qu'au-delà de la maladie elle-même de la Covid, il y a aussi toutes les conséquences qui peuvent en découler et je vous donnerai quelques exemples dans les instants qui suivent.
Alors, première chose, sur la partie biochimique et sur les modèles in vitro, eh bien, on s'intéresse en particulier à l'interaction entre l'enzyme de conversion de l'angiotensine et puis la fameuse protéine spike de l'enveloppe du virus. Et dans ce contexte-là, on peut étudier toutes les interactions protéine-protéine, mais on a aussi la capacité d'évaluer l'activité protéase de la protéase membrane, protéine membranaire sérine 2, sur lequel nous avons des modèles qui permettent de mesurer l'activité ou les inhibitions d'activité. Sur la partie maintenant vivo, nous disposons, modèle cellulaire, nous disposons au sein d'Oncodesign un certain nombre de modèles assez classiques, somme toute, mais représentatifs de la maladie, et en particulier les cellules épithéliales humaines, qui peuvent, on a plusieurs lignées, certaines d'entre elles exprimer notamment la protéase transmembranaire dont je viens de vous parler. Vous avez à droite de la figure, une figure qui vous présente l'exemple d'une étude sur un inhibiteur de PIK5 sur lequel nous avons travaillé. Dans ces modèles cellulaires, évidemment, nous nous intéressons à quoi? Nous nous intéressons à la réduction de la charge virale, à l'évaluation des effets cytotoxiques et évidemment tout ce qui tourne autour de la réponse immunitaire. En passant sur des modèles animaux, nous nous concentrons en particulier sur les modèles hamster, qui sont des modèles que nous avons éprouvés depuis déjà pas mal d'années et que nous avons adaptés dans le cadre de la Covid, sur lesquels on va pouvoir faire le suivi de la réponse clinique, évidemment, la charge virale, l'histopathologie et évidemment suivre toute la réponse immunitaire et associée que nous souhaitons réaliser. S'agissant des études sur primates, nous travaillons évidemment, et Hugues va venir dans quelques instants vous parler de ce que fait Symbiose dans ce domaine-là. Disons simplement que pour ce qui nous concerne, on a aussi la capacité de faire une évaluation sur des macaques infectieux à l'aide de l'imagerie nucléaire. Je vais vous signaler tout à l'heure la capacité d'évaluer aussi les conséquences de la Covid, et notamment nous disposons depuis déjà pas mal de temps d'un modèle de fibrose qui permet d'évaluer les conséquences du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Enfin, sur la partie clinique et en complément de ce que va vous présenter Denis dans quelques minutes, nous, ce que nous faisons, c'est tout ce qui tourne autour du suivi de la réponse cytokinique et notamment adresser les problématiques autour des orages cytokiniques dont on a tous entendu largement parler et évidemment le suivi de la réponse virale qui est un élément évidemment clé dans ce type d'évaluation. Au total donc, et en réalité, finalement, Oncodesign s'inscrit dans la démarche et dans la logique du consortium, c'est-à-dire d'apporter sa capacité à comprendre le besoin client, essayer de proposer une solution adaptée et de construire avec le client une offre appropriée autour de valeurs qui sont celles de l'entreprise, mais surtout celles que l'on veille à partager avec nos clients. Voici donc pour ce qui concerne Oncodesign, et c'est avec plaisir que je redonne la parole à Hugues. Ok, merci Xavier. Oui, alors donc Symbiose, en quelques mots, on se considère comme finalement un pure player positionné sur les modèles primates, puisque c'est vraiment notre cœur d'expertise et le seul modèle que l'on travaille. Donc, modèle très pertinent et très utilisé pour, comme vous le savez, évaluer les stratégies thérapeutiques et prophylactiques qui ciblent particulièrement le système immunitaire, comme sont les immunothérapies et les vaccins. C'est aussi une expertise reconnue plus particulièrement dans le domaine de l'infectiologie, alors en lien avec l'expertise des équipes, mais également avec aussi les différents modèles d'infection, en particulier par des virus respiratoires, type RSV, métapneumovirus, qui ont été développés au cours des 12 précédentes années de la création de la société. Une offre de services d'études exploratoires, donc de pharmacologie, d'immunogénicité et de toxicologie, et en particulier la toxicologie du compartiment pulmonaire, au travers donc de la filiale Symbiose Respiratory, et la possibilité, dans, je dirais, le cas de ces expertises assez uniques, de mettre en œuvre des études d'aérosolisation de molécules,
donc encore une fois dans cette espèce qui est très pertinente et qui, comme vous pouvez l'imaginer, est une des voies d'administration envisagées pour adresser les thérapies contre ces affections pulmonaires. Une offre menée sur des modèles donc très pertinents pour mener à bien des essais vaccinaux en particulier, mais également au travers d'un partenariat privilégié qu'on a établi avec le laboratoire VIRPAT de référence situé à Lyon, dirigé par le professeur Bruno Lina et le docteur Manuel Rosa-Calatrava, qui est en fait un laboratoire spécialisé en virologie et en particulier dans les virus respiratoires, et qui donc avec eux permet d'adresser toute la partie analyse virale des modèles donc infectieux, mais également dans je dirais leur entourage, leur expertise d'adresser un certain nombre de modèles in vitro, dont un des modèles qu'ils ont mis au point de l'infection d'épithélium donc humain reconstitué par le SARS-CoV-2. Diapositive suivante. Donc, une offre et une expertise sur mesure qui est adressée principalement aux sociétés de biotechnologie et d'industrie, grâce en partie à ses infrastructures et à son animalerie qui est en milieu 2 et milieu 3 pour primates, qui permet bien sûr de travailler sur ces pathogènes, mais également de délivrer aussi des études sur des organismes génétiquement modifiés. Une capacité qui va augmenter d'ici les quelques mois à venir, puisque Symbiose a enclenché le démarrage de la construction de ses propres infrastructures. On aura certainement l'occasion d'en discuter et de vous le présenter à une autre occasion. Une offre délivrée aussi dans le cadre de référentiels réglementaires et de qualité éligibles pour travailler avec nos donneurs d'ordre industriels pour la plupart, puisque la structure suit les bonnes pratiques de laboratoire, mais également est accréditée référentiel à ALAC, donc centré sur la bientraitance animale, qui est un aspect, donc l'aspect éthique bientraitance, du coup, la sensibilité des espèces sur lesquelles on travaille, qui est vraiment un point de vigilance important, et attesté en particulier par le nombre de vétérinaires qu'on a dans notre équipe et, je dirais, la qualification de nos techniciens animaliers. Une crédibilité scientifique qui est consolidée au travers du choix stratégique qui a été opéré il y a 2 ans par la société autour de la constitution d'une filière d'excellence régionale qui est portée par Symbiose et qui a une vocation aussi nationale et qui s'appelle Symbiome, qui a été labellisé par l'État et la région Aura et qui est lauréat d'un programme d'investissement d'avenir et qui est centré sur une offre préclinique autour du microbiote et des maladies infectieuses. Enfin, une offre de service qui est délivrée par une équipe qui est portée par des valeurs en lien avec, bien sûr, une société à taille humaine, en croissance, avec toute l'agilité et la flexibilité nécessaires, une expertise qui permet de prendre en charge, en fait, des projets depuis leur démarrage et d'évaluer, je dirais, leur faisabilité opérationnelle. Une expertise également qui est basée sur notre capacité de tissu de tisser un réseau d'experts, et en particulier avec les laboratoires académiques. Et enfin, cette expertise scientifique qui est vraiment le moteur de la société. Elle est soutenue vraiment par une forte volonté de l'équipe d'être au plus près des besoins de nos clients et surtout dans le cadre de relations humaines de qualité pour apporter donc des solutions et travailler avec eux, bien évidemment, en toute transparence et en toute confiance. Voilà, donc je passe la parole à Marie-Laure Sola qui va nous présenter les services de la société ERBC. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis très fière de faire partie de ce partenariat et puis je vais vous présenter donc l'activité de ERBC au sein de ce partenariat lors de ce webinaire. Donc, déjà, pour commencer, juste une toute petite introduction au sujet de ERBC. Donc, nous avons été créés en 2019 donc par l'acquisition de la CRO italienne RTC par la CRO française Serbe. Et donc, au moment de l'acquisition, nous avons été rebaptisés ERBC, finalement un nouveau nom, mais près de 50 ans d'expérience combinée en pharmacologie et en toxicologie.
Donc, nous travaillons dans le domaine préclinique et nous offrons tous les services, donc de la preuve de concept non clinique à la mise sur le marché de tout type de candidats médicaments, mais aussi de composés chimiques. Donc maintenant, juste après cette brève introduction, donc je vais vous présenter comment ERBC, en collaboration donc avec tous nos partenaires, on peut vous aider dans le contexte de cette crise Covid-19. Donc, notre équipe multidisciplinaire d'experts vous aidera d'abord à choisir la ligne directrice adaptée à votre projet. Par exemple, si vous avez un dispositif médical, il faudra suivre la norme ISO 10993. Si c'est un médicament, on suivra une ligne directrice ICH ou de l'EMEA. Par exemple, l'ICH M3R2 pour un produit de synthèse chimique, la guideline ICH-S6 pour un produit biologique, la guideline de l'EMEA ou qui reconnaît la guideline de l'OMS pour un vaccin. Donc, toutes les études que nous menons à ERBC seront conformes au BPL, donc tout à fait conformes pour pouvoir être présentées dans un dossier. Donc, nous travaillerons en collaboration avec vous et avec les partenaires pour mettre en place et définir le plan expérimental adapté à votre projet en suivant des règles très simples pour la tox que j'ai identifiées au nom de 5. Donc, déjà, en toxicologie, le premier principe est de mimer ce qui sera fait chez l'homme, c'est-à-dire qu'on utilise la même voie d'administration et on adapte la durée de l'étude à la durée du traitement clinique. La deuxième règle, c'est le choix de l'espèce. Donc, est-ce qu'on va en utiliser une ou deux? Donc, ça dépendra en fait du type de produit. Nous avons le choix. Nous pouvons travailler chez les rongeurs, la souris, le rat, et chez le non-rongeur. Donc, chez ERBC, nous pouvons travailler chez le chien, le mini-porc, le primate non humain. Nous avons des macaques et des marmousets. Une troisième règle, ça sera définir les biomarqueurs adaptés qui seront pertinents à intégrer en fonction de la nature de votre élément testé. Une quatrième règle, bien sûr, utiliser un produit d'essai avec un certificat et un lot bien défini, aussi proche que possible du lot clinique. Et enfin, la dernière règle, c'est de sélectionner, bien sûr, les études in vivo et in vitro et les méthodes analytiques qui seront appropriées pour votre projet. Donc, je vous propose d'illustrer cela à l'aide de deux exemples. Alors, j'en ai pris un premier facile pour un toxicologue, pour une nouvelle entité chimique. Donc là, il faut respecter les principes de la guideline ICH-M3R2, qui est finalement pour tout toxicologue la bible du développement préclinique. Donc pour ce type de produit, vous devrez faire donc des études de génotoxicité, des études de toxicité répétées chez une espèce rongeur et une espèce non rongeur, en incluant, si possible, une évaluation de la toxicocinétique pour prouver l'absorption de votre produit chez le modèle animal. Et enfin, des études de pharmacologie de sécurité, conformément pour suivre les règles ICH S7A et S7B. Donc, nous vous proposerons un test d'Irwin pour le système nerveux central, une étude de plétismographie corps entier chez le rat pour la fonction respiratoire, et pour la fonction cardiovasculaire, donc une étude de télémétrie chez le non-rongeur. On utilise la même espèce non-rongeur que sur les études de toxicologie, et une étude in vitro ERG pour étudier l'inhibition du canal potassique. Pour la compliance par rapport au BPL, donc il faudra considérer donc des validations analytiques pour l'analyse des formulations administrées et la bioanalyse, donc souvent par méthode HPLC ou spectrométrie de masse LCMS-MS. En deuxième exemple, je prendrai un vaccin. C'est un développement pour nous qui est moins courant, mais actuellement énormément d'actualité. Donc, dans ce cas, on suit la guideline, la directive de l'OMS sur les vaccins et la directive de l'EMEA. Donc, la directive de l'EMEA reconnaît la directive de l'OMS. Donc, le package de développement préclinique pour un vaccin sera plus léger que pour un produit de synthèse chimique. Les études de toxicologie seront limitées à une seule espèce. Donc, et pour le choix de l'espèce, on choisit une espèce qui est susceptible de développer une réponse immunitaire à l'agent pathogène. Et on inclut dans ces études une évaluation de la tolérance locale. On définit le nombre d'injections. Donc, pour cela, les animaux recevront au moins le même nombre d'injections que celui qui sera prévu chez l'homme. Mais par contre, avec un intervalle de 2 à 3 semaines entre 2 injections.
Donc, le principe de mimer le même schéma thérapeutique que chez l'homme, dans ce cas-là, n'est pas respecté, mais bon, c'est très, très bien décrit dans la guideline. Donc, tout comme un produit de synthèse chimique, il faut avoir des preuves d'exposition au vaccin chez notre espèce animale. Donc, dans ce cas, on pourra suivre un niveau d'anticorps par un test ELISA ou une immunité cellulaire par méthode ELISpot. Donc, en fonction de la méthode, nous pouvons soit faire les analyses en interne, soit on travaille également avec notre partenaire Oncodesign. Donc, pour ce type de produit, l'évaluation de biomarqueurs est décrite dans la guideline, comme par exemple l'analyse de la protéine C réactive ou du profil cytokinique. Pour la pharmacologie de sécurité, donc on pourra soit l'inclure dans l'étude de toxicologie ou alors faire des études indépendantes comme je vous l'ai décrit pour un produit de synthèse chimique. Donc, pour finir, en plus de ces exemples, je vous proposerai plus une approche au cas par cas qui sera adaptée, par exemple, en cas de repositionnement de médicaments, donc où les études précliniques là peuvent être limitées, par exemple, à des études de bridging. Donc là, vraiment, c'est une discussion entre vous et nous pour qu'on puisse bâtir le design le plus adapté possible. Tout comme si vous avez un biologics ou des produits qui rentrent dans la catégorie des ATMP, les Advanced Therapeutic Medical Products, dont font partie les OGM et la thérapie cellulaire. Donc, dans ces cas-là, ce sont vraiment des designs qui sont non standards à adapter au cas par cas. Donc, je vous invite à nous contacter pour discuter ensemble des études à mener. Voilà, maintenant, vous êtes prêts à passer aux essais cliniques et je laisse la parole à Denis Gossen d'Aipodia. Merci Marie-Laure. Donc, je vais aussi couper ma vidéo pour optimiser la bande passante. Voilà, donc Aipodia et la liaison est parfaite avec ce que Marie-Laure vient de présenter. Aipodia va vous aider pour mettre en place vos premières études cliniques chez l'homme et donc vous aider dans un premier temps à revoir tout le package préclinique, donc de revoir le mécanisme d'action de votre produit, de définir déjà quels seraient les potentiels biomarqueurs de l'activité, donc liés à votre produit. Très important aussi, c'est de développer un plan de développement clinique, en tout cas pour les premières études cliniques, qui vont aussi, à ce niveau-là, potentiellement inclure les biomarqueurs de la maladie en question, s'adresser aussi à potentiellement faire de la médecine translationnelle par rapport à ce qui a été observé dans les modèles animaux d'efficacité. Et donc, ce package comprendra aussi, comme l'a évoqué Marie-Laure, les différentes études précliniques de type réglementaire qui seront revues en détail par les autorités compétentes pour approuver le dossier de soumission d'une étude clinique et singulièrement une étude de première administration chez l'homme. Alors, dans certains cas, on peut aussi provoquer des discussions avec les autorités compétentes, qu'elles soient locales ou au niveau de l'Europe ou des États-Unis, comme de la FDA, pour collecter déjà des avis sur des questions bien précises. Donc ça, c'est au niveau de la revue du package. En parallèle à ça et au développement d'un premier protocole clinique, ce qui est très important, c'est d'avoir un team opérationnel qui va mettre en place ces études cliniques dans un environnement contrôlé, dans notre cas, qui est plus Good Clinical Practice et Good Clinical Laboratory Practice, qui couvre toute l'utilisation des différents marqueurs et biomarqueurs qui doivent être, dans la plupart des cas, validés, puisqu'on va prendre des décisions durant les études cliniques basées sur des critères objectifs, bien sûr la clinique, les effets secondaires, mais aussi sur des paramètres d'intérêt qu'il nous faudra définir et mettre dans les meilleures conditions en termes de qualité. Donc, Aipodia peut aussi offrir via ses managers de recherche clinique qui sont expérimentés en phase précoce.
Ces phases précoces généralement incluent beaucoup de différents partenaires dans leur domaine d'expertise. Et au sein des Podia, on a aussi à cœur de proposer à nos clients, nos partenaires, de revoir pendant l'exécution de l'étude, de revoir quasi en ligne les données qui sont générées pour se permettre un ajustement du protocole de manière tout à fait proactive et anticipée. Dans certains aires thérapeutiques, singulièrement en oncologie, on utilise actuellement des protocoles qui sont en permanence modifiés, donc qui sont amendés en fonction des résultats qui sont générés. On modifie les doses, le nombre de patients par dose éventuellement. Et donc, on parle ici de protocole, umbrella protocole ou basket protocole. Donc, ça nécessite aussi une énorme flexibilité à ce niveau-là. Au sein des Podia aussi, on peut vous proposer un réseau de cliniciens, d'hôpitaux académiques et de partenaires industriels qui sont tous habitués, je dirais, drillés pour travailler en phase précoce. Donc, comme je l'ai mentionné, les protocoles cliniques subissent des amendements fréquents pour s'ajuster au mieux aux données générées et donc optimiser la collecte des données, mais aussi leur interprétation, et pour présenter des dossiers beaucoup plus pertinents lors de meetings avec les agences réglementaires ou lors d'une autorisation de mise sur le marché. Donc, nous vous offrons une solution qui est vraiment dédicacée à vos besoins. Ce qui est important, c'est de bien comprendre votre stratégie au niveau du développement de votre médicament. Et c'est pour ça que nous avons, avec grand plaisir, nous faisons partie de cette alliance avec les autres partenaires qui couvrent les autres domaines du développement précoce d'un médicament. Alors, dans la diapositive suivante, je vais vous présenter en fait, peut-être sous un autre angle que Patrick a présenté, l'impact de la situation actuelle due au Covid, l'impact que cela a sur l'exécution d'études cliniques. Donc ici, je vous présente différents domaines en fait qui sont directement impactés par la situation pandémique, que ce soit bien sûr au niveau des patients, mais aussi l'impact entre guillemets indirect sur tout le personnel, les sociétés qui gravitent autour de ces essais cliniques et qui sont elles-mêmes impactées par la situation Covid. Donc, j'ai listé ici quelques exemples. Au niveau du management de l'étude clinique et son monitoring, on a dû faire face à la difficulté d'accéder aux hôpitaux pour des restrictions bien sûr sanitaires, et donc on a dû mettre en place des moyens pour que des nurses ou des équivalents puissent avoir accès aux données des patients, plus nécessairement sur site, mais y accéder par des moyens électroniques. Donc, on a dû mettre en place des trainings et des procédures spécifiques pour respecter notamment l'intégrité des données et la vie privée de ces données de patients qui n'étaient plus accessibles dans le cadre de l'hôpital. Donc, toute la problématique de l'accès aux données sources a dû être aussi revue dans la situation. Comment procurer aux patients leurs médicaments dans le cadre d'un essai clinique aussi devenait problématique, puisque la plupart de ces patients ne pouvaient plus accéder à l'hôpital. Donc, dans certains cas, on a pu mettre en place via un service personnalisé, l'accès des médicaments aux patients à leur propre domicile.
ça nécessite aussi un monitoring, donc il fallait éventuellement ajuster aussi les visites que les infirmières faisaient au domicile des patients pour vérifier la bonne compliance par rapport aux prises de médicaments. Toute la problématique des laboratoires centraux, donc en fait tous les partenaires qui gravitent aux études cliniques, autour d'une étude clinique. Spécifiquement aussi l'envoi des échantillons biologiques qui pouvaient être potentiellement infectés, toute la problématique d'import-export au niveau des douanes, etc. Donc tout ça a dû être pris en compte dans un plan de risk management qui est classique dans le cadre d'une étude clinique, de toute étude clinique, mais dans ce cas-ci était ajusté par rapport à cette problématique multifactorielle. Au niveau data management aussi, on a dû s'adapter puisque un certain nombre de patients pouvaient être infectés et se voir être positifs par rapport à un test PCR spécifique à la COVID. Donc, il faut aussi modifier spécifiquement la collecte de ces données au niveau du codage en utilisant le dictionnaire MEDRA. Utiliser les codes corrects, définir des éventuelles conventions de codage, vérifier ça au niveau de la database. Et donc, dans le cadre de nos études cliniques, comme il y a des revues fréquentes des données, travailler avec les groupes de data management pour avoir un accès beaucoup plus fréquent via des snapshots, donc des prises instantanées des données pour pouvoir les revoir. Et adapter aussi ces outils de reporting et bien sûr la revue médicale des cas en cours. Alors il y a aussi toute la problématique du consentement éclairé qui a dû être modifié vis-à-vis des patients puisqu'il y avait des nouvelles procédures en place au niveau des visites, au niveau de l'accès à leurs données. Donc il était très important de modifier ceci en temps réel avec éventuellement des informed consent électroniques, donc plus, je dirais, classiquement papier et les patients qui viennent à l'hôpital, mais à distance via des outils électroniques validés, bien sûr. Tout le management des déviations au protocole, bien sûr, puisque la réalisation de l'étude clinique, souvent le protocole était dans un contexte très compliqué, donc il fallait gérer des éventuelles déviations. Il fallait voir l'impact de ces déviations par rapport à l'étude sur l'intégrité des données, la safety des patients, donc potentiellement générer des amendements éventuellement substantiels à soumettre aux autorités compétentes et au comité d'éthique, éventuellement prendre des mesures d'urgence en termes de safety. Et donc l'IMIA, entre autres, à générer tout un process et des guidelines par rapport à la prise éventuelle de ces mesures de safety urgentes, donc en termes de reporting, mais aussi en termes de permettre aux sponsors de prendre très rapidement des mesures urgentes sans nécessairement, dans certains cas bien définis, sans nécessairement devoir attendre soit l'accord du comité d'éthique et ou des autorités réglementaires, voire même à mettre l'étude on hold, de manière temporaire en tout cas, pour pouvoir faire une pause et réadresser les différentes déviations, l'impact sur le protocole et repartir sur un protocole et un consentement éclairé vers une nouvelle direction. Toute la problématique de la documentation via le Trial Master File, donc au niveau des hôpitaux, trouver une autre approche pour collecter les versions papier des documents, éventuellement organiser du scanning tout en respectant le data privacy. Et bien sûr, tout ça sans oublier une très très bonne guidance, communication avec tous les centres cliniques et les patients pour que l'ensemble des partenaires soient, je dirais, à bord de chaque étude clinique et continuent à comprendre le contexte et soient volontaires pour continuer et mener à bien l'étude clinique. Je passe la parole à Patrick pour les aspects
plus réglementaire, et Pharmalex. Merci Denis. Oui, effectivement, Pharmalex, donc Pharmalex ARC, une société qui a été créée en septembre 2016, donc 4 ans exactement d'activité maintenant. On fait partie du groupe Pharmalex, bien sûr, et on propose des solutions qui sont pour des activités, déjà tout type de produits, que ce soit bien sûr des candidats médicaments, vaccins, des produits, des entités chimiques ou également des produits, ce qu'on appelle des biologiques complexes, ATMP notamment, thérapie génique, thérapie cellulaire, sur des activités qui vont de la discovery, notamment sur toutes les questions qui concernent l'aspect qualité du dossier, l'aspect CMC, les questions précliniques en termes de développement, programme de développement, et bien sûr clinique, le tout accompagné d'une stratégie réglementaire européenne ou internationale. On a souvent des exemples de développement de produits qui sont sur les 2 grandes régions, Europe et États-Unis. On a également une forte activité avec notre bureau belge sur les activités data management statistique, avec une spécificité scientifique de haut niveau, notamment sur des problématiques CMC, sur des méthodes de validation, des problématiques de cut-off par exemple, ou encore des plans de développement clinique, notamment avec des méthodes dites adaptatives et notamment les méthodes bayésiennes. Toute l'activité également de medical writing qui vont sur des approches très précoces en termes de développement, création de ce qu'on appelle des core documents pour la réalisation d'un essai clinique, brochure investigateur, IMPD, AND, voire protocole, tout ce qui est briefing package pour les consultations agences, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, en fin d'étude, l'écriture des rapports d'études, voire plus quand on est avancé dans les phases de soumission des dossiers avec l'ensemble des modules du CTD, qui sont les différents modules du 2.3, 2.3 CMC au 2.7 pour la clinique. L'activité de consultation réglementaire, on a beaucoup de demandes, notamment sur des accompagnements et des questions qui sont à poser auprès d'agences, soit nationales, Denis en a un petit peu parlé, avec sachant que certaines agences ont un peu leur spécificité, donc d'où l'approche d'aller voir la bonne agence au bon moment, si je puis dire, et d'être accompagné aussi de façon appropriée, soit au niveau européen, si la technologie ou la complexité du produit le nécessite. Je pense notamment à des ATMP et bien sûr la FDA en particulier. Mais en fonction bien sûr de pathologies sur lesquelles on travaille, on a déjà été amené à rencontrer les autorités brésiliennes, les autorités thaïlandaises, notamment pour des programmes vaccinaux. À titre d'exemple, et puis les autorités chinoises également. On est aussi impliqué beaucoup dans tout ce qui est activité de pharmacovigilance pré-market, essais cliniques essentiellement, mais aussi post-market pour des produits commercialisés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Là, nous aussi, on a une forte capacité à mettre en relation nos clients avec des partenaires, de façon à pouvoir, notamment des experts ou des sociétés partenaires dont font partie les 4 sociétés avec qui je présente aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que notre approche, elle est d'être intègre. C'est aussi de vraiment travailler en équipe avec un professionnalisme qui est important, et puis d'être souple aussi en termes d'adaptabilité de nos réflexions, de nos programmes, en fonction des souhaits de nos clients, en fonction des feedbacks que l'on reçoit des différentes agences ou des experts avec lesquels on est amené à travailler. Enfin, sur cette slide, nous avons, pour résumer, essayé de représenter notre approche complémentaire sur la chaîne de valeur, si je puis dire, d'un candidat médicament ou d'un vaccin. Donc, comme vous le voyez, des étapes qui vont de la discovery aux étapes cliniques, en passant par les étapes précliniques et le développement clinique précoce, phase 1 par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre partenariat illustre notre volonté
d'apporter une offre complète, rigoureuse, de haut niveau. Ça, c'est quelque chose qui nous est cher à tous, et ça pour l'ensemble de nos clients. Et bien sûr, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire, quelle que soit la problématique auquel nos clients ou vous-même êtes confrontés. Merci à tous. Les animateurs de ce webinaire qui était très intéressant. Et donc maintenant, le micro est ouvert pour tous les participants. Et c'est avec plaisir qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre l'intérêt des diverses options d'accélération de programmes aux États-Unis. Pourquoi dites-vous qu'il faut commencer par obtenir une Fast Track Designation plutôt qu'une Breakthrough Designation? Donc, Patrick, est-ce que tu peux nous répondre? Oui, merci. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une bonne question et vous avez tout à fait raison parce qu'il faut effectivement se poser la question, notamment en fonction de la nature des données qui sont à disposition pour le produit en développement et en partant de l'hypothèse qu'il y a d'autres critères, notamment des critères liés à la pathologie et aux besoins médicaux non satisfaits qu'il faut également satisfaire quand on fait ce type de demande aux États-Unis. Alors, il faut savoir simplement que en général, des données de phase 1-2 sont souvent demandées pour obtenir une Breakthrough Designation aux États-Unis, alors que des données non cliniques ou phase 1 sont plutôt utilisées pour demander une Fast Track Designation. C'est pour ça que je suis parti sur cette hypothèse, et c'est souvent ce qu'on fait en pratique également. Sachant qu'il y a aussi une petite difficulté supplémentaire pour la Breakthrough Designation aux États-Unis, c'est qu'il faut également démontrer, la supériorité de votre traitement, enfin de l'approche que vous avez par rapport au traitement existant, par rapport à l'arsenal thérapeutique existant, ce qui veut dire effectivement des données un peu plus robustes et donc à un stade de développement un peu plus avancé. Mais globalement, on va dire les avantages associés aux deux programmes sont à peu près similaires et il faut juste s'entourer du bon consultant réglementaire, si je puis dire, pour bien être sûr qu'on choisit la bonne option dans ce cas-là pour les États-Unis. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Je pense que oui, et sinon, c'est avec plaisir qu'on peut y répondre par mail ou en mode communication plus privée. J'ai une autre question. Qui arrive. Des vaccins sont d'ores et déjà en phase 3 et ont été développés dans la situation d'urgence que nous connaissons. Vous nous avez présenté des services vitro-vivo, mais quels modèles animaux ont été utilisés pour évaluer ces vaccins? Alors, je pense que c'est pour Symbiose, pour Hugues. Pour moi, ça. Oui. Oui, en fait, parce que effectivement, dans la phase d'urgence à développer donc ces stratégies thérapeutiques qui se sont mises en place très très rapidement. En fait, il était nécessaire d'avoir des modèles les plus pertinents et puis surtout des modèles donc qui soient sensibles aux souches humaines de SARS-CoV-2. Et là, effectivement, seuls les primates d'emblée étaient, je dirais, disponibles du fait de leur similitude avec l'homme et donc le partage de la communauté de virus avec l'homme. Et c'est vrai que là, sur les 5 vaccins, alors 5, peut-être moins 1, parce qu'il y en a un qui est arrêté, là, celui de Janssen, pour le moment, tous ont été évalués dans un premier temps chez le primate, au moins pour des caractéristiques d'immunogénicité et aussi de challenge infectieux pour évaluer l'efficacité. Alors en sachant que d'une manière générale, les primates sont des modèles donc, qui répliquent le virus, mais qui ne font pas la forme grave de la maladie. Donc, je dirais qu'ils sont intéressants, bien évidemment, pour pas mal d'approches, dont celle des vaccins. Après, à côté, donc, je dirais, de ces modèles-là, c'est constitué, bien sûr, le développement d'autres modèles sur d'autres espèces dont on dispose, je dirais actuellement, donc sur les rongeurs avec
alors des modèles qui sont un peu plus manipulés, je dirais, puisque ils sont bien sûr pas d'emblée sensibles aux souches humaines. Donc il y a les rongeurs avec transgéniques, hein, avec le recombinant du récepteur allogiotensine. Et puis il y a maintenant effectivement, comme l'évoquait Xavier, les modèles hamster qui sont assez connus, hein, dans l'environnement des virus et en particulier des coronavirus, et qui permettent déjà effectivement de screener un grand nombre d'approches. Et puis il y a aussi dans les virus respiratoires un modèle aussi qui est connu, c'est les furets, et qui aussi sont disponibles. Et je veux dire qu'aujourd'hui, on a maintenant une plus grande batterie donc de tous ces modèles, avec, je dirais, des étapes un peu différentes pour chacun de ces modèles, dont les primates sont, je dirais, un peu la partie un peu incontournable quand il s'agit d'évaluer des vaccins. Voilà. Vas-y, Xavier, si tu veux compléter. Non, je voulais juste confirmer les dires d'Hugues. Effectivement, il y a à la fois des modèles aujourd'hui extrêmement éprouvés, d'autres qui sont utilisés parce que c'est une approche plutôt de screening, et puis des modèles qui peuvent se développer et qui vont être développés dans ce contexte-là, mais plus largement associés au coronavirus au sens large. Ok, merci pour le point additionnel, la confirmation. Alors, donc, à nouveau, donc, une question de Cécile. Dans le cadre d'une FIM pour un vaccin, quels sont les points critiques à considérer pour le développement préclinique et clinique? Alors, oui. Denis, je te laisse la parole. Merci Florence, je vais peut-être prendre la question. En fait, effectivement, il y a beaucoup de points critiques à considérer, mais je voudrais en évoquer un particulier parce qu'on y fait face assez régulièrement, en tout cas chez Epolia. C'est de bien donc définir quel pourrait être le schéma expérimental d'administration du vaccin chez l'homme. Donc singulièrement, si on prend un virus type influenza, on va tenter, et par comparaison à ce qui est déjà disponible, d'avancer vers un schéma de type éventuellement de 2 administrations, avec un éventuel rappel ou boost, ou une administration et un boost. Donc il est très important dès le départ d'évaluer plusieurs scénarios potentiels. Alors bien sûr, au niveau de l'efficacité et du positionnement sur le marché, on va tendre vers un produit idéal avec par exemple une seule injection et peut-être un rappel plus tard. Mais pour des nouveaux vaccins, nouveaux types d'antigènes avec éventuellement des adjuvants un peu particuliers, il serait intéressant de considérer un schéma d'administration un peu plus ouvert dans lequel on pourrait se laisser l'opportunité de tester plusieurs administrations avec éventuellement 1 ou 2 rappels. C'est important dans, bien sûr, le design de l'étude clinique, les sujets, au départ les sujets sains et plus tard les patients, mais aussi, comme l'a évoqué Marie-Laure, ça va aussi dicter le schéma des études précliniques chez l'animal, puisqu'il faut couvrir, la logique reste la même, que ce soit un vaccin ou un médicament, la logique reste la même, il faut couvrir ce qu'on va proposer à investiguer chez l'homme par des études chez l'animal. Donc, si par exemple, en clinique, on découvre que l'immunogénicité n'est pas suffisante après 1 ou 2 injections, c'est assez difficile évidemment de revenir en arrière et de se proposer de tester une 3e ou une 4e injection si elle n'a pas elle-même déjà été sujette à investigation chez l'animal. Donc c'est une réflexion vraiment, j'insiste là-dessus, de se laisser la possibilité et aussi de générer des données très robustes vis-à-vis des autorités réglementaires, puisqu'elles demanderont à un certain moment quel est le nombre idéal d'administration, de doses, d'injections et l'éventuelle nécessité d'un rappel. Voilà. Denis pour cette explication. Et je vais avoir effectivement une dernière question
avant de clôturer donc, cette session. Est-il possible d'obtenir l'éligibilité à Prime et à l'Adaptive Pathway en Europe pour un même programme? Alors, pour Patrick. Merci Florence. Alors oui, c'est tout à fait possible. En fin de compte, ces deux approches réglementaires sont complémentaires, tout simplement parce qu'elles reposent sur des concepts différents. En fin de compte, le programme Prime, qui est un outil particulièrement intéressant, notamment pour des sociétés en développement, et lui plus destiné à aider les sociétés à naviguer dans l'univers ou l'environnement réglementaire européen. Et c'est surtout un outil d'aide au développement pour un programme donné. Et l'Adaptive Pathway, lui, c'est plus un concept scientifique, c'est-à-dire que il va essayer, ou on va vous aider à déterminer le niveau d'évidence qu'il va falloir mettre en avant pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc, les programmes ne sont pas utilisables en même temps, mais sont complémentaires en termes d'utilisation pour aller des phases précoces de développement clinique à l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Tout à fait. Merci. Dernière information. Et puis, on arrive vraiment à la toute fin de notre webinaire. Donc, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires membres de l'Alliance et membres de l'AFSI pour avoir démontré donc, au cours de ce webinaire les synergies qui sont possibles. Écoutez, merci beaucoup à toutes et tous. Je vous souhaite un agréable vendredi et un excellent week-end. Merci et à bientôt. Merci. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.